Bonsoir, bienvenue dans le John Late Show. Comme vous le savez, on vit dans un pays formidable où les soins de santé sont gratuits, où l'école est gratuite, les routes sont gratuites, le chômage est payé, les pensions sont payées et tout ça en grosse partie grâce à la classe moyenne et aux indépendants. Et malheureusement, ces derniers sont toujours un peu bafoués dans toutes les décisions qu'on prend depuis 10, 20 et 30 ans. C'est pour ça que ce soir, je reçois le ministre de la classe moyenne et des indépendants, David Clarinval. Je serai épaulé de Roland Gillet dans cet exercice. Je vous souhaite la bienvenue dans le John Late Show générique. Bonsoir David Clarinval. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous allez bien? Très bien, on rentre du Codeco. Ben oui, j'ai une émission qui est prête, mais on ne peut pas la commencer sans parler du Codeco. Ça s'est bien passé, on a repris quelques nouvelles. Plus de masques, mais pas partout. Voilà, plus de masques, un peu plus de liberté, mais avec des nuances en fonction des régions, puisqu'on voit bien que la situation sanitaire flamande étant meilleure, ils prendront plus de liberté qu'à Bruxelles. Par contre, là, les avancées seront plus petites, voire même la mise en place d'un Covid Safety Kit pour toute une série d'activités. En Wallonie, là aussi, on se stabilise. Donc, on se dirige vraiment vers une gestion plus régionale de la crise et en fonction des situations. Et la réouverture des boîtes de nuit le 1er octobre. Évidemment. Ça, par contre, enfin, il était temps. Ça, c'est décidé. Ça, c'est décidé, on ne revient pas dessus, parce que moi, j'aime bien faire la fête. Avec Covid Safe. Avec Covid Safe, bien entendu, moi, ça ne me dérange pas. On reviendra dans tout ce qui est Codeco et plutôt politique avec Roland Gillet un peu plus tard. Avant ça, on est une émission assez relax. Vous êtes ardennais, je vous ai amené un petit peu de charcuterie ardennaise pour vous mettre à l'aise. N'y voyez pas une quelconque corruption, mais plutôt le sens de l'hospitalité du John Late Show. Merci. Et d'ailleurs, je voudrais vous montrer une image pour apprendre à mieux vous connaître, une image qui va apparaître sur les écrans. Voilà le très jeune David Clarinval, qui a été le plus jeune bourgmestre du pays de Bièvre. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai étudié votre dossier. Vous êtes présenté aux élections contre votre oncle, qui en plus était dans un autre parti. Et vous avez gagné contre votre oncle. Ça se passe comment Noël chez les Clarinval depuis ces élections? Depuis bien avant, malheureusement, la famille ne s'entendait déjà plus très fort. Et comme vous l'avez dit, mon oncle était sur une liste, il avait l'étiquette CDH. Il avait dit qu'il se retirait, donc j'avais été le voir, donc j'avais bravé les querelles familiales pour lui dire que je souhaitais m'impliquer, parce que je fais sciences politiques, j'ai toujours été mordu de politique. Dans un premier temps, il avait annoncé aussi qu'il se retirait, donc je pensais qu'il n'y avait pas de... Mais il est revenu sur sa parole, il a fait une liste, et donc finalement, on a fait 2 listes. Et vous avez gagné. Et voilà. Vous avez fait sciences politiques, on reviendra, vous êtes surtout un fils et un petit-fils d'indépendants. C'est pour ça que ça nous fait aussi très plaisir de vous recevoir, parce qu'on estime au John Late Show que ça manque un peu de représentants des indépendants et de la classe moyenne au sein de cette Vivaldi, de tous les autres gouvernements d'ailleurs. Quand vous étiez jeune, là, vous avez gagné les élections, vous avez envie d'être ministre, c'était un rêve inaccessible, c'était votre objectif. On pense à ça à ce moment-là? Écoutez, dire qu'on ne pense pas à ça si on veut s'impliquer en politique, ce serait mentir, bien sûr. Je ne pensais pas, il y a 20 ans, vouloir être ministre aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que j'adore la politique. J'ai fait Sciences Po, je me suis impliqué au niveau du groupe parlementaire, j'étais engagé. Et donc, j'avais en tout cas l'ambition de me présenter aux élections et de gravir les échelons. Et donc, ça, c'est quand on reçoit un message de quelqu'un qui vous veut du bien. Ce ne sera jamais du mal. Voilà, c'est effectivement un message du club de foot de Bièvre, où vous avez joué pendant 20 ans. On va écouter un message de, je crois, la présidente du football club de Bièvre. Bonjour David, je me souviens des matchs à Monceau, notamment à Bièvre également, lorsque tu étais plus jeune. Voilà, si tu as un petit peu de temps libre, si tu as envie de te défouler un petit peu, ce qui te ferait peut-être du bien, je te propose de venir prendre place dans les vestiaires de Bièvre, où la porte est toujours grande, ouverte pour t'accueillir avec grand plaisir. Alors, ce n'est pas la présidente, je crois, mais... C'est Karine, c'est la secrétaire du club depuis aussi pas mal d'années. Elle vous connaît bien, en tout cas. Oui, je l'ai côtoyée beaucoup. D'ailleurs, elle a été sur une de mes listes aux élections
à la commune. Elle a été élue conseillère communale. Mais c'est vrai que j'ai joué au football pendant des années dans les 3 clubs de la commune. J'ai joué à Naoumé, mais le club a disparu, à Monceau et à Bièvre. Donc vous voyez, et un peu à Jodine aussi. Donc j'ai été. Vous jouez à quelle place? J'étais ailier gauche. Voilà. Ailier gauche. Voilà. Ben, le foot, on va y revenir maintenant. Le politique et la carrière, ben, un jour on va faire un John Late Show avec peut-être oncle et neveu Clarinval et les frères Ludgen d'un côté, hein, les querelles familiales en politique. Ça pourrait être un bon débat. Football. Vous savez que l'ambiance du vestiaire, ben, c'est ce qu'il y a indispensable dans le foot. On y reviendra aussi dans le bulletin de la semaine plus tard. Vous voyez la Suisse à l'Euro, l'Union Saint-Gilloise en première division aujourd'hui. Ben, c'est un sport d'équipe. Bruges l'a prouvé contre le PSG. Alors, vous êtes dans le vestiaire et vous devez avoir un allié dans le vestiaire. On va vous proposer, on a 5 personnes. On va vous demander si vous feriez facilement équipe avec cette... Ouais, ça, c'est un peu un piège, hein, quand même. Si vous faisiez facilement équipe avec cette personne. Greta Thunberg. Je rappelle que vous avez liké un post. Je n'ai pas dit que vous avez posté. Liké un post dans lequel quelqu'un disait qu'elle méritait une bonne fessée. Vous feriez équipe avec Greta Thunberg? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des matchs qui se fassent de manière mixte, donc je pense que ce ne serait pas possible. À votre âge, plus en tout cas, non. Non, et donc je ne voudrais pas que ce soit mal perçu, donc je ne pense pas. Non, on ne va pas rentrer dans la polémique. L'idée, c'est que vous passiez un bon week-end aussi, grâce au John Late Show. Voilà. Mais Greta Thunberg ne regarde pas le John Late Show. Emmanuel André, qui vous avait accusé de répondre des fausses infos sur des conflits d'intérêts potentiels. Bon, c'est vrai que tous ces scientifiques ou pas scientifiques qui ont été comme ça mis sur le devant de la scène en quelques jours finalement, bon, c'était peut-être pas dépassé par les événements. On a travaillé pendant plus d'1 an, quasiment tous les jours, à la fois quand j'étais vice-premier avec Sophie Wilmès, mais aussi avec Alexandre Decroix, avec les experts. Et c'est vrai que les experts ont été soumis à rude épreuve, comme nous d'ailleurs. Et à certains moments, avec les experts, nous n'étions pas nécessairement d'accord. Et donc c'est vrai qu'avec, par exemple, avec Marius Gilbert, tout s'est toujours bien passé. Avec Emmanuel André, ça a été un peu plus difficile parce que parfois, il prenait des positions qui n'étaient pas vraiment d'expertise. On entendait plutôt parler de politique. Oui. Donc c'était un peu plus difficile avec lui. Mais bon, voilà, moi, je serais prêt à jouer au football avec lui. Voilà, c'est ça que vous voulez entendre. Et moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une annonce politique. Je pensais qu'il allait rejoindre un parti à un moment, mais ça n'a pas été le cas. C'est peut-être une surprise pour un peu plus tard. Denis Ducarme, que j'ai reçu ici au John Late Show, qui est fort sympathique. Bon, Denis Ducarme, est-ce que vous avez piqué sa place au gouvernement? Non, oui, non. Vous entendez bien avec Denis? Je m'entends bien avec Denis depuis de très nombreuses années. D'ailleurs, il a été mon chef de groupe pendant un certain temps. J'ai été vice-premier ministre et j'ai été désigné ensuite ministre... Voilà, je ne pense pas avoir piqué sa place, j'ai mérité ma place. En ce qui concerne, il y a eu un casting qui a été décidé par le président. Mais voilà, je garde de bons rapports avec Denis. Et donc, je suis prêt tout à fait à jouer au football avec lui. C'est très bien, ce serait une bonne équipe, ça. D'ailleurs, on se réjouit que le MR reste solidaire, parce que les querelles du MR, ça fait 30 ans que ça dure. Oh. Voilà, vous êtes une génération plus jeune. Bon, il faut passer au-dessus. Plasma Karine Lallieu. Alors, elle a fort critiqué, enfin, on a critiqué sa réforme des pensions. On dit qu'elle a bypassé le Premier ministre avant de l'annoncer, Alexandre Decroix. Vous pensez quoi, Karine Lallieu? Avant de faire équipe brossée, on ne joue pas avec des femmes au football, c'est pas mixte, mais... Mais je connais bien Karine, parce qu'on a siégé au Parlement ensemble pendant de nombreuses années, donc je connais sa conviction, je connais sa motivation. C'est une femme intelligente et dynamique. Mais c'est vrai que sur la réforme des pensions, je trouve qu'on aurait dû concerter beaucoup plus en amont avant de la présenter. Et je crois que ça aurait facilité les choses. Parce que le résultat aujourd'hui, finalement, c'est que, vu qu'il n'y a pas eu de concertation avec les classes moyennes, or il y a des indépendants qui sont pensionnés ou qui vont être pensionnés, il n'y a pas eu de concertation non plus avec les fonctionnaires. Or, il y a des fonctionnaires qui seront pensionnés. Donc, pour faire une réforme des pensions, ils font les 3 volets. Ici, en présentant un seul volet toute seule, je trouve que c'était un peu maladroit. Et vous ne croyez pas aussi que, principalement le PTB, encore plus que le PS, jette de la poudre aux yeux en essayant de parler de pension à 52, 53, 55 ans? Vous êtes fils d'indépendants. On sait bien qu'avec l'espérance de vie aujourd'hui et la crise économique, faire croire aux Belges de 25 ans qui sera pensionné à 55 ans, c'est tout à fait faux, c'est impossible. On sait que ça ne sera jamais réalisable financièrement. Il ne faut parfois pas perdre cet aspect-là quand même. Disons que
le PTB, comme tous les partis populistes, raconte des histoires que les gens aiment bien entendre, mais la vérité est souvent beaucoup plus complexe et la réalité, parfois, nous rappelle à l'ordre. Et donc, écoutez, excusez-moi, mais les salades du PTB, ce sera, si ils arrivent un jour au pouvoir, ce sera un réveil. Le réveil sera très difficile, hein, parce que c'est utopique ce qu'ils racontent. Enfin, tout le monde. Pas moi. Hein. Pas moi. Moi, je suis content. J'ai 50 ans. Je suis ravi de travailler. Je suis prêt à faire encore 20, 25 ans. Mais je veux dire, ça flatte ce que beaucoup de gens ça fait plaisir, voilà. Mais ce n'est pas réaliste. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes, malheureusement de plus en plus, qui écoutent et qui croient cela. Et donc, à cet égard, je pense qu'au niveau de l'école et de la formation des jeunes, il faudrait être aussi attentif à ce qu'on puisse aussi leur dire attention aux sirènes du populisme. Les sirènes du populisme, le Vlaams-Belang en Flandre. Voilà, l'invité suivant pour le vestiaire, c'est Georges-Louis Bouchier, le président des Francs-Borins. On a très peu de temps parce que le Codeco a un peu raccourci le John Late Show. Donc, Georges-Louis Bouchier serait un bon allié sur le terrain. Forcément, c'est difficile de dire le contraire, mais je pense qu'en plus, c'est vrai. Oh, ça c'est clair. Bon, écoutez, moi j'ai soutenu Georges-Louis dès qu'il a commencé à présenter sa candidature. J'étais un des premiers à le soutenir. Donc, je trouve que pour le moment, le travail qu'il fait au sein du parti est remarquable. Et sur le fond, moi, je suis constamment à ses côtés, en bonne entente avec lui. Donc, c'est un bon allié. Encore un message. C'est donc un message de Daniel Olotte. On va l'écouter. Daniel Olotte. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur Clarinval. Je sais que vous aussi, vous aimez le bien manger, si je ne me trompe. Vous êtes même fondateur d'une confrérie gastronomique. Je le suis moi aussi pour la confrérie du Stoffé de Wavre, dans le Brabant wallon. Je suis aussi administrateur du. J'insiste sur le fait, à ce titre d'ailleurs, que nous avons besoin de votre soutien, nous qui défendons produits et recettes de terroir, et par conséquent, le bien manger dans tous ces termes. Et les produits que nos agriculteurs produisent sont vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en valeur. Alors, aidez-nous un maximum, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Daniel Olotte, confrérie, vous êtes un grand défenseur des produits du terroir, local. Évidemment, en tant qu'Ardennais, mais aussi en tant que gourmand. Et alors, en ayant créé avec des amis une confrérie à l'époque pour pouvoir se retrouver entre amis. Ne vous inquiétez pas, on amène un petit peu des boissons. Donc c'est évident que moi je partage ce folklore, mais c'est surtout cette mise en avant du patrimoine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque confrérie défend deux produits, un produit de bouche et un produit de gueule, c'est-à-dire un vin, une bière et un produit à manger. Je l'ignorais, hein, donc une confrérie défend deux produits. Oui, la plupart du temps. Donc de bouche et de gueule. Voilà. Ah ben voilà, très bien. Mais justement, en parlant de gueule alors, c'est ça, gueule c'est l'alcool, enfin, c'est la boisson. Voilà. Alors, vous êtes un défenseur de la Belgique, des produits du terroir. Il y a deux vins blancs devant vous. Il y en a un qui est belge et il y en a un qui est pas belge. Alors, je vais vous demander de goûter et de nous dire, et je vais nous dire lequel est belge, lequel, à votre avis, est le belge. Vous savez que dans ma commune, maintenant, il y a un vigneron qui produit plusieurs milliers de bouteilles depuis quelques années, et c'est du vin belge ardennais. Donc, ardennais. Je salue tous les producteurs de vin en Belgique. Je crois qu'il y a une 120 producteurs de vin. En tant que ministre de l'Agriculture, je les encourage à continuer parce que c'est magnifique. Et il est très bon. D'ailleurs, l'un des deux là est un vin belge. C'est le vin de Pierre Rillon, qui était un des pionniers en Belgique. Délicieux. On se croirait dans lait de la cuisse. Alors, monsieur Duchemin, hein? Celui-ci est un peu plus minéral, je trouve. J'ai envie de dire que celui-là est le vin belge, je crois. Oui, David Clarinval a passé le test. Vous avez raison, le vin belge est le vin qui est à votre droite. Je vous félicite. Et vous avez gagné le droit de vider les deux bouteilles avec moi et Roland Gillet après l'émission. Mesdames et messieurs, on va tout de suite, bientôt après la publicité, passer à la deuxième partie du John Late Show avec Roland Gillet et toujours David Clarinval. À tout de suite.
Rebonsoir, vous êtes toujours dans le Joe Late Show. On est toujours avec David Clarinval, le ministre de la classe moyenne et des indépendants. Et nous avons été rejoints par Roland Gillet. Bonsoir Roland, vous êtes professeur d'économie à la Sorbonne, à Solvay. Mais bon, vous avez un CV tellement long qu'on va se limiter à ça. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Monsieur le ministre, moi, vous pouvez m'enfumer parce que je ne suis pas un économiste. Lui, ça va être très difficile parce que c'est une machine de guerre. Mais heureusement, une machine de guerre sympathique. Aussi originaire des Ardennes ou... Totalement. Voilà. Donc je suis avec des Ardennais ce soir. C'est pour ça que ça se passe bien et que c'est très sympathique. Roland Gillet, je profite, l'occasion fait le larron. J'ai une petite question qui n'a rien à voir avec l'émission. Votre collègue, et peut-être ami à moi, Bruno Coleman, disait sur LN24 cette semaine, c'est le moment de s'endetter. On va regarder un petit extrait de notre ami Bruno. C'est maintenant qu'il faut investir. Je le dis depuis des années, les taux d'intérêt sont négatifs. Après inflation, sont même négatifs tout court, et c'est maintenant qu'il faut injecter des investissements productifs du pouvoir d'achat. Bon, Roland Gillet, vous réagissez comment? Parce que moi, j'ai jamais vu un banquier qui disait qu'il fallait pas s'endetter, donc... Je réagis. D'abord, il y a eu un mot qui a été prononcé avant de parler d'endettement, c'est d'investir. Oui. Alors là, moi, investir, si on fait la différence entre une dépense sociétale et un investissement, il n'y a pas photo aujourd'hui avec la manière dont on s'est endetté pour des raisons obligatoires, pour sauver l'économie, pour régler un problème qui était lié à un virus, forcément qu'il fallait le faire. Par contre, il y a des pays qui avaient cette chance d'avoir géré leur État, leurs finances publiques, avec une aisance et peut-être aussi une clairvoyance qui leur permettait d'absorber plus facilement, par exemple, que nous en Belgique ou que d'autres, forcément que d'autres les pays du Sud. Et donc, clairement, je pense qu'on ne peut pas simplement dire on s'endette, c'est pas grave et personne ne doit rembourser. Je pense que la dette de quelqu'un, c'est aussi celle des générations futures. Par contre, ce qui me paraît essentiel, c'est de dire aujourd'hui, pour des dépenses qui apparaissent tout à fait naturelles, comme vous avez parlé tout à l'heure, de dire les pensions, on peut aussi s'imaginer quand même qu'il faut que ça soit tenable, viable. Et donc, clairement, si on fait des investissements productifs, qui ne sont pas simplement des dépenses sociétales qui ne génèrent que des coûts et qui devront être un jour sans doute et nécessairement prises en compte, on peut faire des choses magnifiques. Un investissement, on peut même dire quand il est fait par le public, dans de l'infrastructure, pour autant qu'elle crée nécessairement de la valeur ajoutée, que c'est une excellente chose pour une raison. C'est qu'elle va au moins générer ce qu'elle a coûté et que vous pourrez la refaire une deuxième fois, déjà, parce qu'il y aura eu un payback. Et si vous demandez même une rémunération pour les risques que vous prenez, vous pouvez la prendre en dessous d'un taux de marché et donc faire encore quelque chose de positif. Donc je dis, dire s'endetter en disant c'est un investissement productif, c'est toujours vrai. C'est vrai dans le privé, c'est fait dans le public. Mais aujourd'hui, ce que je vois et que j'assiste, c'est souvent toute une série de dépenses sociétales qui font plaisir à mon cœur, mais à ma comptabilité, elles me posent un problème. D'abord, investir, s'endetter pour investir. Monsieur le ministre, vous rejoignez les avis de nos économistes? Mais écoutez, j'ai été ministre du budget pendant un an et donc je partage l'analyse de M. Gillet. S'endetter pour investir, oui. S'endetter pour du fonctionnement, non. Parce que ce qu'il faut, c'est en effet relancer la machine économique et permettre d'améliorer les structures et de pouvoir aussi investir, que ce soit l'État qui investisse dans des routes, des chemins de fer, ou les entreprises, que l'on incite les entreprises à investir pour renouveler, pour être plus modernes et plus performantes. Et ça, ok, mais si c'est simplement s'endetter pour des fonctionnements, pour avoir plus de fonctionnaires, ce genre de choses, ça ne va pas. Donc un endettement sain. Chers amis, on va passer à carte sur table. On n'a pas beaucoup de temps, on va aller vite. Vous allez... Je vais vous poser à chacun 2 questions. Vous ne devez pas répondre à la question de l'autre. Hein. Donc, pour aller vite, je vous demande d'être franc. Vous allez me dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui? Certainement. On va commencer par Roland Gillet. Est-ce que ce gouvernement, et on pense à la réforme des pensions qui arrive, a un problème avec les indépendants? Si c'est la réponse est oui et non, ça m'étonnerait qu'ils aient un problème parce qu'ils savent bien que c'est certainement une des voies à la classe moyenne de la solution. Parce que c'est eux qui génèrent beaucoup de valeur ajoutée et c'est eux qui derrière ça, paient également l'impôt. Donc clairement, je pense qu'avoir un problème avec la classe moyenne, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc si tel est le cas, c'est une erreur. D'accord. David Clarinval, est-ce que vous avez perdu la bataille du pass sanitaire face aux autres partis? Non, parce que je pense qu'il y a deux solutions. Soit on utilise le pass sanitaire pour tout et n'importe quoi et on devient donc une société de contrôle de la population, soit on l'utilise à bon escient, comme on le fait ici en Belgique,
pour par exemple, les boîtes de nuit, pour les événements de grande ampleur. Ça c'est tout à fait logique. Et donc, la position que l'on a adoptée était de dire, OK pour le pass sanitaire, mais pour des grands événements, pas pour aller chez le boulanger, quoi. Moi, je donne un avis extérieur, parce que moi, je suis plutôt citoyen. Je pense qu'à cause des réseaux sociaux, on a l'impression que beaucoup de gens sont contre ce pass sanitaire. Moi, je pense que la majorité des Belges sont pour ce pass sanitaire pour vivre paisiblement. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, le monde a changé. Je reste sur vous, David Claraval. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes-là, à force de se taper dessus, vont un jour faire tomber le gouvernement ? Parce que ça va fort entre Boucher et Magnette. Hein. Je n'accuse ni l'un ni l'autre, je prends la défense de ni l'un ni l'autre, mais ça monte, ça monte, ça monte. Écoutez, ce gouvernement est composé de 7 partis. Et il faut reconnaître que les socialistes et les libéraux, a priori, ce ne sont pas nécessairement les partis qui ont le programme le plus proche les uns des autres. Non. Et donc, c'est normal que les socialistes ne soient pas d'accord avec les libéraux. Cependant, au sein du gouvernement, moi, je constate quand même qu'on arrive à avoir des accords. On vient d'avoir un accord récemment sur les voitures de société, alors que ce n'était pas gagné. On a obtenu finalement un accord où on va conserver des voitures de société, mais qui seront plus vertes. Et donc, voilà le genre d'accord qui, a priori, semblait difficile, mais que l'on a pu obtenir. Donc, c'est vrai qu'il y a des tensions, soyons de bon compte, mais je pense qu'on est capable, avec Alexandre De Croo, de pouvoir passer au-delà et de trouver des solutions. D'accord. Moi, je pense que comme on ne vote pas avant 2 ans et demi, ce serait pas mal d'avoir un peu plus de réserve des deux côtés et de laisser essayer de sortir, parce qu'on croit qu'on est sorti, on n'est pas sorti de cette crise sanitaire. Alors, Roland Gillet, si le PS et la NVA arrivent à ce qu'ils souhaitent en 2024 et en 2029, c'est-à-dire une régionalisation du pays, est-ce que ce serait une bonne chose au niveau économique? J'insiste bien, je ne demande pas si c'est une bonne chose au niveau politique. Au niveau politique, est-ce que le rêve PS-NVA d'une régionalisation du pays serait une bonne chose pour nous? Et je pense sincèrement que tout ce qui est division dans un petit pays comme la Belgique et qui ferait qu'on serait encore plus singulier dans l'une et dans l'autre, attiserait encore des problèmes plus grands. Donc je pense sincèrement qu'on gagne tous, et c'est un point de vue économique, à s'allier plutôt qu'à se désunir. Et on peut regarder ce qui se passe pour un grand élève qui, lui, est carrément toute l'Europe, la zone euro. Chaque fois qu'on est unis, regardez ce qu'on a fait avec le Brexit. On a mis les Anglais quand même très, très, très face à leurs responsabilités. Oui. Chaque fois qu'on est désunis, on perd la guerre. Donc je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens encore en Belgique qui, sur le plan économique, et d'ailleurs il y a des investisseurs des deux côtés qui font des gros achats parce qu'ils trouvent qu'il y a un avenir des deux côtés. Si je prends Mark Cook ou que je prends certains dans la petite ville de oui. Donc je crois sincèrement, c'est un discours qui, à mon avis, est rétrograde de penser qu'à un moment donné, une division pourrait se faire, comme par exemple en Suisse, sans avoir des accords ou la répartition des choses sur le plan économique, hein, vous m'avez dit. Sur le plan dès le départ, économique. Et sur les transferts qui ont lieu encore maintenant, et sur l'importance pour les deux de dire à un moment donné, c'est vrai qu'il y a peut-être un transfert qui s'opère, mais c'est vrai aussi que la principale région avec laquelle on travaille, c'est justement celle vers qui on fait des transferts. Donc je pense que c'est compliqué, et l'addition, à mon avis... Donc ce n'est pas une bonne idée. Bardowee est professeur d'histoire et... Paul Magnette n'est pas économiste. Et si vous me permettez... Un économiste nous dit la régulation, ce ne sera pas une bonne chose. Et je vous dis une autre chose, c'est, comme David Claraval l'a dit tout à l'heure, avoir d'un côté le PS et de l'autre côté la NVA, je pense que là, alors là, pour les discussions, ça sera pour le coup très difficile. Ça ne va pas être facile. On a connu plus simple, en tout cas. C'est presque PRL-FDF, tellement c'est compliqué. Donc, si je peux me permettre, avant d'aller au bulletin de la semaine, Roland Gillet. Bon, c'est une Vivaldi, ils sont 7 partis. Il n'a pas les mains libres de faire tout ce qu'il veut et il a encore 2 ans. Qu'est-ce que vous feriez qu'il ne peut pas faire si vous étiez à la place tout seul de David Claraval en tant que ministre des Indépendants et de la classe moyenne? Un petit conseil. En tout cas, donner des conseils, c'est facile, les exécuter, plus difficile, surtout dans une Vivaldi. Oui, moi, ce que j'essayerais de faire, c'est de favoriser encore un peu plus les indépendants, favoriser la classe moyenne et surtout au niveau du financement, aller plus loin que le tax shelter qui avait été inauguré et qui avait d'ailleurs donné des résultats au niveau d'Alexandre De Croo quand il était ministre du numérique. Et donc pousser maintenant à ce que des gens qui soient des responsables de la société, qui soient des administrateurs, voire des actionnaires puissent en bénéficier, pour moi ce serait une très très belle réussite. Et ça donnerait justement à des entreprises qui ne naissent pas la possibilité de naître, parce qu'on sait que les difficultés viennent généralement dans les 5 premières années, et que donc leur donner plus de fonds propres, donc plus de marge, leur permettrait, sans parler de la crise ici, de survivre et donc de créer des jobs derrière, ce qui est quand même essentiel. David Claraval, vous rejoignez ça évidemment. Vous êtes fils d'indépendant, vous avez ça dans le sang. Voilà, on attend ça de vous dans les 2 années à venir, encore plus
se battent pour les indépendants et la classe moyenne. C'est elle qui va permettre qu'on vivra mieux dans les prochaines décennies. Bon, chers amis, il est temps de passer au bulletin de la semaine. Là, vous allez devoir donner les cotes de 0 à 10, bulletin de la semaine. Alors, là, vous devez tous les deux donner une cote. Et il faut bien comprendre la question pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Le premier, c'est Frank Vandenbroek. Les vaccins, ils préfèrent des vaccins au reste du monde qu'une 3e dose en Belgique. Ça veut dire que parfois, le Belge est un peu arrogant. Il a l'impression qu'il peut dire à tout le monde entier, vaccinez-vous, parce que nous, on ne fera pas de 3e dose. Est-ce que c'est cohérent? Roland Gillet, de 0 à 10. On met juste la note et on ne dit pas pourquoi? La note et pourquoi? Brièvement. Je pourrais mettre certainement 9 si on était au niveau européen, voire au niveau mondial, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas continuer sur les variants comme on fait aujourd'hui. Par contre, si c'est la Belgique qui finance ça, alors qu'on aura peut-être besoin d'une 3e dose, pour éviter justement qu'on soit encore embêté par ce virus, et notamment au niveau des soins de santé, qui doit être quand même un point qui est important pour lui, je pense qu'il vaut mieux garder la réserve pour la Belgique. Roland Gillet est un Européen convaincu. L'union fait la force. David Caraval. Mais c'est vrai, mais il faut reconnaître aussi que toute une série de pays dans le monde ne sont pas vaccinés ou pas suffisamment, et ce sont des sources de nouveaux variants qui pourraient venir impacter la Belgique. Donc, je crois en effet qu'il faut vacciner le plus grand nombre possible en Belgique et dans le monde. Donc, j'ai envie de dire 7, parce que, oui, sur le fond, il a raison. Maintenant, c'est vrai que la remarque de M. Gillet est importante. Il faut aussi qu'on pense à être prêt au cas où nous devrions faire appel à cela. Donc, maintenant, au niveau européen, je crois qu'ils ont quand même pris des réserves assez importantes. Donc, je crois qu'on peut quand même être raisonnablement généreux. D'accord. Alors, on va un peu passer dans du plus light avec Lionel Messi. Vous savez que le Paris Saint-Germain, le PSG, est venu à Bruges mercredi soir. Je ne suis absolument pas supporter des Blauw-en-Zwart, mais j'aime le foot. Ils sont arrivés avec leur équipe galactique, avec Neymar, Mbappé, Messi. Je ne savais pas où ils logent, les pauvres. Ils ont l'habitude des palaces. Ils sont retrouvés dans la banlieue de Bruges. Ça a dû être quelque chose, dans un climat qui n'est pas tellement différent de Paris. Et ils se sont heurtés au mur belge. Ça, c'est notre force depuis toujours, mais c'est la force des Suisses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Euro, de l'Union Saint-Gilloise, maintenant en première division. C'est avant tout une équipe. Vous mettez quoi à ce PSG qatari ou du Bahreïn, on ne sait pas, qui est venu se heurter au mur belge? De nouveau, avec les stars qu'ils ont, on ne peut pas mettre une cote qui soit mauvaise. Par contre, on voit que quand les individualités, de nouveau, jouent sans doute trop individuellement, et quand on a un groupe très uni et très déterminé, parfois c'est le groupe déterminé qui gagne, et je trouve que c'est une bonne leçon. Moi, je trouve que le courage dans la vie, c'est essentiel, et que voir des gens courageux, bien unis, qui gagnent moins, ce qui prouve que l'argent n'est pas la seule chose, nettement moins, qui gagnent moins, quand ils sont bien unis, ils peuvent aussi se permettre de faire du mal, je parle sportivement, à des gens qui arrivent en pensant peut-être que quand on arrive à Bruges, comme vous le disiez, la forme étant aussi importante, dans des petits hôtels et ainsi de suite, on va gagner facilement. Et on a vu que c'est 1-1. Et le footballeur ici? Écoutez, le football, c'est d'abord une équipe collective. C'est d'abord une collectivité. C'est vrai que s'il y a une star en plus qui peut marquer le goal au moment décisif, c'est mieux. Mais ici, on a affaire à une équipe qui est un assemblage de stars. Et donc, franchement, je suis assez sceptique par rapport à ça. Et donc, moi, je mettrais 4 parce que c'est vrai que ce sont de belles stars, de bons joueurs. Mais le football, c'est d'abord un sport d'équipe. Et la Vivaldi, c'est quoi? C'est 7 stars qui jouent mal ou c'est une équipe de copains qui jouent bien? Ça, c'est la question un peu... la question pas sympa du vendredi. Écoutez, c'est un peu des deux. Un peu des deux, voilà, c'est la bonne réponse. Un peu des deux. Bon, le sujet suivant, à côté, Éric Zemmour. Alors, je ne parle pas de sa éventuelle candidature. On aura l'occasion de revenir dessus. Et a perdu son émission sur CNews. Alors, 0 à 10. Je ne parle pas du personnage en lui-même, controversé. Je ne parle pas de son programme ou pas non-programme. Le fait qu'il ait perdu son émission. Moi, je pense que la transparence est toujours importante. À un moment donné, vous savez, même quelqu'un qu'on peut ne pas aimer, l'empêcher de parler ou l'empêcher de continuer alors qu'il n'a pas encore annoncé officiellement ce qu'il allait faire, je n'entre pas dans les détails du CSA français, je dis juste, on est bien d'accord. Vous lui rendez presque service. Vous lui rendez presque service parce qu'il va de toute façon parler, il a les capacités de le faire et il connaît bien le métier. Par contre, j'entends certains propos
qui pourtant, il est condamné quand il était sur des plateaux de télévision comme animateur, voire comme contradicteur, où maintenant, je vois quand même un certain populisme. Donc ça m'inquiète beaucoup plus. Donc le fait qu'il n'ait plus son émission, vous mettez sur 10 ? Oh ben, je mettrais simplement que c'est 3 sur 10, ça ne sert à rien, je ne pense pas que ce soit... Donc c'était pas une bonne idée de lui enlever son émission. Ça lui donne encore plus de poids. Encore plus de visibilité. Et la théorie du complot, hein, vous savez toujours, on lui a enlevé parce que ceci. Alors s'il avait annoncé officiellement, ça c'est autre chose. Mais pour le moment, il ne l'a toujours pas fait. Oui, je suis mitigé comme vous. C'est difficile à dire. Parce qu'il n'est pas clair non plus. Non, donc, du tout. Oui, mais moi je mets 0 sur 10, carrément. Moi je trouve que empêcher quelqu'un de s'exprimer, c'est bafouer la liberté d'expression. S'il était candidat à la République, pour le président de la République, ok, là il y a des règles qui s'appliquent, mais ici pour le moment ce n'est pas le cas. Donc bâillonner quelqu'un, c'est contre la liberté d'expression, donc moi je mets 0 sur 10. Et comme Roland Gillet vient de le dire, en plus ça aura un effet pervers, que cela lui donnera sans doute en côté Calimero. C'est amusant. Moi je ne pense pas comme vous, parce que je trouve que comme il n'est pas clair du tout et qu'on est quasiment sûr qu'il va se déclarer candidat à la présidentielle, il n'aurait pas été chez Laurent Ruquier. Sortir son bouquin à ce moment-là, je pense qu'il va se... Mais bon, voilà, c'est pour ça. On a le droit au John Lecho de ne pas être d'accord avec John. Hein. C'est rassurant. C'est rassurant, hein, ce n'est pas une vraie dictature. Parce que sinon, on ne vient plus. Hein. On est bien d'accord, voilà. Bon, écoutez, on arrive malheureusement déjà à la fin de la deuxième partie. On aimerait bien passer plus de temps avec vous, mais c'est comme ça. On va recevoir en troisième partie, on va faire donner place à la culture. À tout de suite pour la troisième partie du John Lecho. Bonsoir, rebonsoir, bienvenue dans la troisième partie du John Late Show. Nous sommes toujours avec David Clarinval, notre ministre des classes moyennes, notre économiste Roland Gillet et Antoine Armedan, professeur de musique, mais nouvelle star montant de la chanson française. David Clarinval, on m'a dit que vous étiez fan de chansons françaises, que vous écoutiez même ce genre de musique-là, qu'on va entendre maintenant, qui va passer sur antenne. Ah, le Connemara. Et hop, c'est parti, c'est vendredi soir, on peut faire la fête. On monte sur la table. C'est l'Irlandais était Marina plongée nue dans un lac du Connemara. J'avais la cassette quand j'étais jeune. Comme quoi j'ai connu les cassettes. Bon, blague à part, vous aimez bien Michel Sardou, la chanson française ? Oui, moi j'aime bien la chanson française en général. Je suis un peu rétro, je vous fais une confession. Ça ne se voit pas. J'aime bien les chansons des années 80. Oui, mais Sardou, c'est rétro, hein ? Oui, mais moi j'aime bien, donc je n'ai pas peur. C'est peut-être... non, moi je trouve ça bien, et ce sont des chansons que j'apprécie, mais j'aime bien aussi écouter à la radio toutes les nouvelles chansons. Mais je reconnais, je ne suis pas un spécialiste du showbiz. Et vous, Roland Gillet, vous écoutez les chansons françaises ? Si je vous dis que Nostalgie me plaît, voilà, vous avez compris. Bien. Mais par contre, ma femme me remet au goût du jour et je suis très heureux de faire des découvertes. Donc vous voyez, on en a une ce soir. Antoine, c'est pour ça que bienvenue au John Late Show. Il y a 15 jours, j'avais reçu Francis Lalanne. L'artiste est fantastique. On ne peut ne pas être d'accord avec ses théories anti-vax, je comprends. L'artiste est formidable. Il avait terminé en jouant. Et Antoine nous fera l'honneur de terminer l'émission en direct. Mais on va d'abord écouter un extrait sonore d'Antoine. On pourra plus faire comme avant, car ce qui brûle à l'intérieur, ce ne sont pas ces bons vieux plans, c'est plutôt rempli de couleurs. On pourra plus faire comme avant, parce qu'au creux de... Alors Antoine, en gros, ce Covid, ça a été, je crois que s'il y a bien une partie de la population qui a été massacrée dans le Covid, c'est la culture, mais vous pas en fait, parce que vous avez éclos dans la crise Covid. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai sorti ce morceau, et 2 jours plus tard, déjà le jour où ça sort, ça fait quand même un petit buzz sur les réseaux, et puis 2 jours plus tard, il y a le label 30 février Pias qui m'appelle et qui dit on trouve la chanson très chouette et on aurait envie de faire un bout de chemin avec toi. Et du coup, j'ai signé avec ce label, et puis... le morceau s'est retrouvé sur les ondes nationales, et puis il y a eu un second single à l'automne qui s'appelle Danser sous la pluie, et puis en avril dernier, un 3e single qui s'appelle Et c'est ça la vie. C'est une belle histoire. Ça fait du bien aussi d'avoir des belles histoires dans cette crise Covid. Alors, vous êtes professeur de musique. Oui. Voilà, vous êtes spécialisé en jazz. Oui. Voilà, donc vous êtes un vrai musicien. Hein.
pointu, je veux dire. Donc, J'essaye. vous aviez toujours voulu écrire et composer et sortir des singles, ou bien c'est le confinement qui vous a permis de mettre au point vos maquettes et de... C'est clair que le confinement a laissé du temps à ça. Moi, je voulais apporter ma pierre à l'édifice, mais de manière positive. Et puis j'avais envie de le faire en chanson, et puis cette chanson est sortie là. Et avant ça, j'avais déjà sorti 2 albums en autoproduction. En autoproduction. Mais ça, en autoproduction, on est tout seul dans sa cave. On ne sait même pas écouler son disque, en fait. Comment on vend un disque autoproduit? Alors par exemple, pour le dernier disque que j'ai sorti, s'appelle Sous la Lune, c'était en 2017. Et pour ça, j'ai fait un crowdfunding. Donc un appel à financer le projet avec des contreparties, comme par exemple le CD. Et ça, c'était une bonne manière d'écouler le CD. Et en fait, ce crowdfunding a super bien marché. Ça m'a permis d'aller en studio, de bosser avec des musiciens, de faire des arrangements et tout ça. Mais l'avantage quand on est dans un label, c'est qu'on ne doit plus se soucier de tout l'aspect commercial. On peut se consacrer à sa passion, qui est la musique. Vous avez même ouvert première partie pour Les Innocents la semaine dernière. C'est vrai? Les Innocents, vous vous rappelez? Un autre Finistère, un homme extraordinaire. Oui, et c'était une magnifique soirée, Les Innocents qui sont... C'était où? C'était au Centre culturel de Moucron. D'accord. Et voilà, c'était une de leurs dernières dates de leur tournée française. Et j'étais vraiment ravi de pouvoir ouvrir pour eux. On ne se rend pas compte, mais moi, ça me fait plaisir parce que j'ai lancé cette émission le 11 septembre 2020. On a été reconfinés le 17 octobre. Moi, j'ai fait tous ces John Late Show dans une ambiance en fait catastrophique au niveau de la culture, des sorties et tout. Et maintenant, on a l'impression, on reparle d'un concert la semaine dernière, Les Innocents. Ça reprend un peu de vie, comme quoi on avait vraiment besoin. Chapeau, ils sont sympas, Les Innocents. Ils sont très sympas. Ils n'ont pas la grosse tête. Non, pas du tout. Non, c'est bien. Bah, moi non plus, hein. Alors, gilet, on n'a pas la grosse tête. Non, pas ce soir. Pas ce soir. David Caraval non plus. Hein. Donc, écoutez, voilà, le temps presse. Quelles sont vos prochaines dates de concert? On va vous faire une petite pub, profitez-en. Alors moi, je serai en concert le 30 septembre à Frasnes. Je fais aussi la première partie d'un Français qui s'appelle Gérald Gentil au Rideau Rouge à Lannes. Et ça, c'est le 7 octobre. Et alors, je fais la première partie de Saul au Théâtre 140. Et ça, c'est le 29 octobre. Génial. Notez bien ces dates et si vous avez l'occasion, allez l'écouter. David Caraval, on approche tout doucement de la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous allez faire dans les semaines et les mois à venir? Qu'est-ce qu'il y a sur le grill, dans l'agenda politique, hein? Je ne demande pas votre vie privée. Voilà, ce Codeco, ce n'est pas le dernier. Non, ce Codeco n'est pas le dernier, mais avant cela, avant le prochain, j'aimerais bien quand même qu'on puisse conclure les mesures de soutien. Parce que vous savez que nous sommes actuellement dans un débat. Jusque quand, et c'est vrai que c'est une bonne question pour les économistes, faut-il encore soutenir les entreprises? Parce qu'on voit que la crise redémarre, la croissance redémarre, mais que certains secteurs sont encore en souffrance. Donc il y a un vrai débat à l'intérieur du gouvernement aujourd'hui. Et là-dessus, on n'est pas encore tombé d'accord. Donc pour moi, ma priorité à cette heure-ci, c'est vraiment avant la fin du mois de septembre, avoir sécurisé les mesures de soutien dont on a encore besoin, c'est-à-dire le chômage temporaire et la passerelle pour les indépendants. Et espérer repartir en 2022 sur, pas une base saine, parce qu'elle ne peut pas être saine après 18 mois de Covid, mais en tout cas stable et pouvoir reconstruire l'économie européenne. Roland Gillet, on ne va pas parler de la Belgique, parce que c'est vrai qu'on n'est rien sans l'Europe. Européens convaincus. Ah, ça, c'est clair. Mais... Comment vous voyez 2022 ? Certainement pas comme on a fait 2021. J'espère bien, sinon... C'est pas une critique au niveau même politique. C'est simplement de dire, j'espère que cette fois-ci, on va se débarrasser d'une manière ou d'une autre du carcan qui est lié au virus. La vaccination est certainement une des voies. Hein, je veux dire, c'est pas mon métier, mais je crois qu'on avance tout doucement. Et surtout que derrière, on va voir qu'on est obligé à certains moments, pour des raisons d'ailleurs évidentes, de comprendre qu'il y a des gens qui n'ont plus besoin d'être aidés de la même manière, alors qu'il y en a d'autres qui ont encore besoin d'une certaine aide. Donc il va falloir être discriminant, alors qu'avant, on ne l'a pas été parce que c'était parfois très difficile. Discriminant, oui et non. Oui, crois mais qu'il faut plus discuter. J'entends quand c'est des mesures générales pour le chômage. Oui, bien entendu, évidemment. On peut maintenant mettre des mesures plus sectorielles et surtout aussi voir que pour toute une série de gens, c'est très triste, c'est très grave, mais qu'il y a quand même eu une accumulation par la non-consommation pour une part et par le fait aussi qu'il y a les mesures de soutien, du fait qu'il y a une épargne beaucoup plus grande. Donc si l'économie peut repartir,
ou en tous les cas, si le virus le permet, on va certainement avoir une année de forte croissance. Et donc, il faut à ce moment-là essayer de voir, au niveau des deniers publics, comment on les utilise au mieux. Très bien. Par exemple, les restaurateurs font passer le message, si on laisse la TVA à 6% pendant encore 6 mois ou un an, ils s'en sortiront. Sinon, ça va être plus compliqué. Chers amis, merci du fond du cœur. Merci à vous les téléspectateurs. On termine en musique avec Antoine Armedan et son nouveau single. Je vous invite à l'acheter sur iTunes. Et alors, je permets juste de préciser que c'est le single qui est sorti avant, mais il y a un nouveau single qui est en préparation et qui arrive à l'automne. Eh bien, on l'achètera aussi. Respirer soudain, quitter le berceau, marcher sans les mains, dire le premier mot, sauter dans les flaques, avoir peur du noir, jouer l'après-midi au parc, rêver plein d'histoires, puis croiser ses yeux, lui prendre la main, tomber amoureux, le faire un matin. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Oh, et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Passer des nuits blanches, goûter à l'ivresse, dormir le dimanche et changer d'adresse, préparer sa chambre, entendre son cœur dans les bras, le prendre et pleurer de bonheur, et traverser les âges, sourire et s'asseoir, devenir plus sage, s'en aller un soir. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Oh, et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. C'est rien qu'une version, à chacun la sienne. Mais je t'avoue qu'au fond je te vois dans la mienne. Peut-être qu'on pourrait, enfin si tu veux, voir ce que donnerait un bout de route à deux. Ce serait ça la vie. 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 On pourrait l'écrire à deux si tu veux. Oh, et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie.